Et pour cette édition, nous retrouvons dans quelques Richard de instants, Sèze. on l'espère, Ouais, c'est- voilà, Stanislas Notre Rigaud. grand invité. Richard de Sèze. Mais on vous a beaucoup entendu ce matin, Alexandre de Galzin et Moi, je vais Richard la de fermer, Sèze alors. aussi. Je pense que je peux partir finalement, je vais vous laisser. Oui, oui, on vous a entendu moins. Et Maëlys ne dit rien, vous avez remarqué Oui. Liselotte Mais Mais Maëlys, elle n'en c'est pense la pas moins. présence, On c'est la la sent prête à présence bondir sur le micro. silencieuse mais essentielle. Voilà. On voulait parler d'euthanasie avec Stanislas Rigaud. Eh bien, On va tous se taire et puis Eh bien, par l'attendre. son absence, il nous donne l'exemple. eh bien, si vous voulez, en attendant, je peux faire la liste. Enfin, je peux décompter tous les noms de ceux qui ont voté pour l'euthanasie. Comme ça nous occupera Mais peut-être pour les 5 ou 6 on vous prochaines a- minutes, si vous le C'est souhaitez. absolument pas ça. On vous a déjà traité de communiste, je crois, bien Alexandre de pire. Galzin, Ah oui. avec vos méthodes de délation. Ah mais bien Pierre, attention, c'est effectivement, alors je remarquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux que nombreux sont ceux qui n'aiment pas qu'on rappelle que effectivement certains députés de droite ont quelque part manqué, enfin trahi la vie et manqué à l'honneur d'une certaine façon en votant le texte sur l'euthanasie. Donc il serait un crime de rappeler ces noms qui sont publics évidemment parce que c'est faire une liste. Vous voyez, je place des cibles sur leur tête pour les sales catholiques intégristes Alors, qui risquent de les agresser dans la rue. Vous Bien voyez. sûr, alors rappelons évidemment que ces données sont publiques. Oui. Mais oui, et puis ils s'en vantent en fait. Et donc, oui, et rappelons aussi que les députés ont fait un choix et qu'il est bien normal en fait. Voilà, Et qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux. Les seules ouais. personnes qui ne font pas de liste, ce sont les députés qui, par exemple, ne dénoncent pas leurs camarades, alors que la loi leur en ferait presque une obligation, qui se droguent, leurs camarades qui se saoulent, leurs camarades qui droguent et qui saoulent les autres. Voilà, ce genre de choses. Là, on Vous faites effectivement, allusion, ce serait mal Richard. de faire des listes. Non, mais en fait, ce qui m'avait Oui. beaucoup amusé, c'est la députée Renaissance qui avait expliqué qu'il y avait des soirées où l'alcool et la drogue circulaient, et donc les autres députés lui avaient dit: ah mais mon Dieu, vous êtes en train d'entacher à l'honneur de l'Assemblée nationale, comme si l'Assemblée nationale avait un quelconque honneur vu les lois qui en sortent depuis des années et des décennies. Vous Et- parlez de votre anti-républicanisme transparaît Non, légèrement derrière. je ne sais même pas pourquoi vous m'accusez de cette manière-là. Vous avez en plus dressé la liste des anti-républicains, Alexandre de Galzin. Non, mais, ce serait même la liste de mes amis, cher Richard. Ne vous en faites pas. Voilà, suivez mon panache blanc et ce genre de choses. Exactement. Non, mais vous faites référence donc à cet article du Figaro dans lequel en fait on apprenait l'autre jour que finalement il y avait une sorte d'habitude à l'Assemblée nationale qui était de voir des gens effectivement se droguer, notamment à base de cocaïne. Enfin, que c'est quelque chose qui Oui, mais circulait c'est pas et- de leur faute parce qu'ils sont fatigués, ils ont un gros rythme, vous comprenez. Mais oui. Mais non, mais C'est alors, c'est non, du c'est second vrai que nous, degré, on n'est chers pas auditeurs. fatigués, je précise. C'est un peu comme les gens qui sont dans les stations de sport et les stations de ski et qui sont obligés Eux, ils effectivement sont de sur se la poudreuse cocaïner aussi. pour faire en sorte de tenir le rythme. c'est Voilà. deux poudreuses différentes, Richard. Voici en notre fait, invité. On pourrait tous faire comme Alexandre de Galzin et boire 15 cafés par jour et puis tout voilà. irait bien. Et péter la forme. Voilà. Et Tout à fait. Stanislas Rigaud nous rejoint. Prenez Oui. place, Stanislas. Et Richard de Sèze, restez avec nous. Je vous voyais hésitant à partir. Mais je ne voulais pas occuper indûment cette place. Mais elle vous est Alors, réservée. euthanasie. Bonjour. Pardonnez-moi pour mon Bah, retard. alors non, déjà avant tout, barbe, Stanislas Rigaud, Non, non, vous bah, laissez allez, pousser la j'essaie barbe. de- Pousser la barbe. Non, Ça vous va très bien. j'essaie de vieillir en fait. Non, mais C'est une tentative de ressembler à Jordan Bardella. On vous voit, Stanislas. C'est une transition de quelques semaines. Et C'est puis ce que j'ai trouvé, voilà. Remettez vos lunettes et puis vous y arriverez très Et bien. moi, j'ai des Dites lunettes du bien de Chirac maintenant. Voilà. Mais j'ai des lunettes depuis malheureusement très longtemps, voilà. Ce n'est pas pour imiter un quelconque style. Mais voilà, très heureux d'être avec vous, en tout cas ce matin, avec c'est un plateau rempli. Eh oui. Eh oui. Pour vous. C'est Juste pour gentil. vous, Pour vous et Stanislas. pour parler d'euthanasie. Voilà, juste avant, on parlait de la drogue à l'Assemblée, mais Bah, décidément, oui, c'est une assemblée particulière qu'on a en ce moment, Mm. puisque entre les votes qui autorisent, qui empêchent, pardon, les animaux d'être euthanasiés, et de l'autre côté, l'Assemblée nationale qui se prononce en faveur du texte de loi l'autorisant pour les êtres humains, c'est vrai qu'on est peut-être dans une assemblée avec des vrais problèmes liés à Oui, la on ne sait drogue. pas ce qu'ils prennent, oui, exactement. Mais Après, ce qui me choque et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le manque de réaction globale et le manque de réaction. C'est-à-dire que j'ai eu la chance là, hier de me rendre au rassemblement qui avait lieu à la Concorde pour s'opposer au texte de loi sur l'euthanasie et que malheureusement trop peu de personnes étaient présentes. Et si malgré ma barbe naissante et impressionnante, je n'étais pas très âgé à l'occasion des manifs pour tous ou des manifs contre la PMA, force est de constater qu'il y avait quand même fort peu de monde
hier soir et dans les rassemblements qui ont précédé ce texte de loi. Et si les députés, pour la majorité, n'ont pas été particulièrement courageux, même s'il faut saluer les 199 députés qui s'y sont opposés, notamment Sophia Chikirou. Oui. Comme quoi. Elle a été saluée par Maëlys Clausel ce matin. Oui, je l'ai quand même Nous salué. sommes parce que capables de c'est... tout sur Voilà. Radio Courtoisie, même de saluer une LFI. Et elle sera invitée demain matin de Liselotte. Exactement. Non, et non, demain c'est férié. Ça tombe mal, pour une fois. Je suis sûre qu'elle serait ravie de venir en plus. Et donc il faut évidemment les féliciter, ces 199 députés, mais encourager aussi les citoyens et les auditeurs de Radio Courtoisie à se mobiliser le plus possible lors des événements qui ont lieu à Paris ou ailleurs pour manifester leur opposition à cette loi. Oui, parce qu'effectivement, l'histoire n'est pas finie en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Il reste évidemment le Sénat, certains sénateurs, j'en suis sûr, je pense notamment à Stéphane Ravier, vont s'y opposer. Et puis après, le texte reviendra à l'Assemblée. S'il y a il la sera navette revoté, parlementaire. donc on peut faire basculer la majorité. Exactement, donc rien n'est joué. Beaucoup de députés, je crois, se questionnent légitimement sur un sujet qui est très important. J'ai eu l'occasion de lire hier soir et ce matin des réactions de députés qui, je crois, de bonne foi, expliquaient leur positionnement et disaient être prêts quasiment à tous les discuter. députés du Rassemblement national, justement, ont expliqué leur raisonnement pour, contre ce... Enfin, on a l'impression qu'ils ont tous tenu à prendre position, je sais pas si c'était une consigne de groupe en tout cas, mais à prendre position publiquement, à expliquer leur prise de position à ce sujet-là. Oui, vous voyez, je lisais le texte de Thomas Ménager sur les réseaux sociaux. Thomas Ménager, typiquement, nous expliquait sur ses réseaux sociaux qu'il allait consulter aussi les citoyens de sa circonscription, qu'il voulait en débattre, qu'il voulait en discuter. Et j'ai bon espoir que certains députés changent d'avis et peut-être se décident à voter autrement. D'autant qu'il y a des arguments évidemment pour s'y opposer, que certains pays, on en a déjà parlé ici, mais comme la Belgique, sont proies aux dérives liées à cette pratique de l'euthanasie et qu'il faut justement avoir un travail de pédagogie, expliquer que la priorité est peut-être d'axer sur les soins palliatifs, qu'il y a une importance dans ce cas précis à écouter les experts, les spécialistes, à savoir les médecins, qui pour beaucoup prennent la parole et à écouter les malades et qui n'ont pas envie de mourir en fait. Et c'est ce que j'allais dire. Et c'était ce qui était beau hier. Non, mais quand vous lisez dans mes pensées à chaque fois, Richard, mais oui, hier à la manifestation, il y avait beaucoup de malades aussi présents et on les voit maintenant dans les médias prendre la parole de plus en plus et c'est, je crois, très beau. On a reçu un monsieur hier à notre antenne, Vincent Varlet, si je ne m'abuse. Vincent Varlet, qui est médecin, qui est chercheur et qui est malade. Et qui est malade et qui explique qu'il veut vivre. Voilà. Il a beaucoup de casquettes pour s'exprimer sur le sujet. Ah oui. Et vous dites qu'il faut faire un travail de pédagogie, il y a un travail d'honnêteté aussi à faire tout simplement, parce qu'on recevait ce matin Alexandre Allègre-Pilot. Avec Alexandre de Galzin, on a pu l'interroger par exemple sur cette fameuse mention de mort naturelle qui devait être donc utilisée en cas de décès par euthanasie. Il y a tout un tas de choses, y compris sur le plan, enfin principalement même sur le champ sémantique, qui ont été pensées pour faire en sorte de tromper l'opinion publique. On en est réellement là. Il y a la moitié du projet qui se base sur du mensonge, des espèces de choses qu'on met sous le tapis, qu'on va déguiser. La question de l'incitation, la question justement de tout ce qui tourne autour de l'incitation, de l'interdiction, de la manifestation concrètement. C'est vrai qu'il y a Oui, même la mention même de droit à la fin de vie. Oui, en fait, c'est pas un droit. En fait, on va tous mourir pour commencer. C'est peut-être rappeler que c'est juste une réalité parfaitement naturelle. Ça reste à prouver. Je pense que je suis immortel. Voilà, noble ambition en tout cas. Merci. Non mais voilà, sur tous ces mensonges, au-delà de la pédagogie, on va aussi demander à nos députés d'être honnêtes à un moment donné. Oui, mais c'est là où je vous dis qu'il y a un travail pour moi, c'est particulièrement lié à la pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux gens calmement et avec patience ce qui se passe réellement, et c'est ce que vous faites à l'antenne de Radio Courtoisie. Vous avez l'impression que je suis calme et patiente, c'est ça, Rigaud? Calme, oui. Patiente, c'est approuvé. Ni l'un ni l'autre, visiblement. Alexandre de Galzin lance un cri de détresse. Une source interne à la radio me confiait encore hier ces problèmes, et d'ailleurs pensait justement à voter pour la loi euthanasie. Mais bon, je n'irai pas plus loin à ce propos. Non, mais voilà, encore une fois, le débat est arrivé tardivement dans le monde médiatique, qui reste quand même la caisse de résonance pour s'adresser aux Français et essayer de les mobiliser ou de les faire changer d'avis. Et il faut continuer, puisque encore une fois, et Richard le rappelait, le texte n'est pas adopté définitivement. Il est encore possible de faire pression. Le président de la République parlait même de référendum à ce sujet-là. Alors aujourd'hui, il serait perdu, mais
vraisemblablement eu égard des sondages qui sont sortis. En revanche, rien n'empêche l'opinion de basculer si des politiques s'en emparent, si des associations s'en emparent, si les associations et les politiques acceptent de travailler ensemble, parce que c'est aussi un sujet, c'est que d'un côté il y a des députés courageux, je salue Adnan Mansouri, mais aussi Monsieur Juvin, le député Juvin, qui a fait un très bon discours à ce propos. De l'autre, il y a de superbes initiatives citoyennes qui qui essayent de se mobiliser, et les deux n'arrivent pas nécessairement à converger, ce qui est dommage de ne pas voir les associations soutenir un maximum les députés qui s'y opposent, et inversement les députés se rendre à ces rassemblements pour évidemment donner aussi une autre dimension et une dimension... On a l'impression que la droite est comme d'habitude prisonnière du fait qu'elle risque d'être stigmatisée par la gauche et que si jamais je vais à un rassemblement avec des catholiques, je serai assimilé à des catholiques, ce qui est à peu près l'abomination de la désolation. Voilà, il y a ça, et être dealer de Sébastien Deloglu, c'est à peu près le même niveau d'infamie sociale. Et on est absolument stupéfait de voir que les députés sont paralysés de trouille à l'idée qu'on dise publiquement qu'ils sont de droite, conservateurs en fait, qu'ils sont conservateurs, que leur valeur consiste à ne pas vouloir flinguer les pauvres et les fragiles, et qu'il est plus important pour eux qu'un article de Libération qui n'est plus lu par personne ne soit pas lu par les autres députés que de faire en sorte d'être au contact des citoyens. Il y a comme une peur du peuple en fait qui est absolument stupéfiante. Justement, je crois que c'est pas une peur du peuple, c'est une peur de quelques journalistes parisiens, parce qu'encore une fois, le peuple, je crois que j'y reste plutôt conservateur, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui est dépeint comme conservateur à longueur de journée par les médias de gauche, continue tranquillement son petit bout de chemin, a remporté largement la présidence de son parti, monte dans les sondages, et donc malgré l'étiquette conservatrice de conservateur qui lui est accolée, globalement tout se passe bien. Je crois que Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont opposés tous les deux ou ont voté contre. Enfin, pas Jordan Bardella, mais Marine Le Pen, et Bardella, on a parlé à l'occasion d'une tribune, se sont opposés à ce projet de loi. Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Justement, je crois qu'il y a une peur, non pas du peuple, mais en réalité de quelques journalistes de Libération qui vont les cataloguer. Mais à l'inverse, si je devais aussi défendre un peu les députés, le clan de droite catho a souvent cette fâcheuse tendance aussi à ne pas vouloir politiser l'événement en disant « Ah non, ce n'est pas un événement politique, c'est apolitique et apartisan, donc ce sera juste des associatifs qui prendront la parole. » Et c'est quand même aussi un petit réflexe que ces groupes-là ont eu et ont encore un petit peu, c'est de se dire on ne veut pas être accolé avec le Rassemblement National, on ne veut pas être accolé avec Reconquête, parce que si vous comprenez, ça va être de la récupération politique. Et je crois que ça fonctionne aussi dans les deux sens, contrairement à la gauche qui, encore une fois, elle n'a aucun mal à mêler associatif, politique et projet médiatique. Et comme le dit si souvent Stanislas Rigaud, tout est politique. Au-delà de ça, il y a Je crois qu'il citait quelqu'un. Vous croyez Non, mais il y a un côté où, alors là pour le coup, maintenant que vous avez définitivement votre casquette d'analyste Stanislas, et vous n'êtes plus jugé parti tout à fait dans cette affaire, comment vous analysez le fait que le RN, lui, ait si peur en général d'être qualifié de conservateur? Pas de prendre forcément des positions conservatrices comme c'est le cas, mais Marine Le Pen et la plupart du Rassemblement National refusent qu'on les traite entre guillemets de conservateurs. Il y a trois éléments pour moi sur ce sujet-là. Un, je crois qu'ils ne se sentent pas pour beaucoup conservateurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils prennent une étiquette qui ne correspond pas à leur mode de fonctionnement idéologique. C'est-à-dire que Marine Le Pen, je crois, ne se considère réellement pas comme conservatrice. Deuxièmement, je crois que oui, le mot peut être à certains moments parfois galvaudé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de... Enfin, c'est un débat à avoir, mais aujourd'hui, je vois pas ce qu'il y aurait à conserver. Je pense qu'il faut plutôt parler de restaurer que de conserver. Mais à la limite, c'est un débat sémantique. Et troisièmement... Restaurateur, donc. Oui. Vous voulez ouvrir un restaurant, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je suis mort de rire. Voilà, j'ai du mal à dissimuler mes éclats de rire. Voilà, mon hilarité. Et non, il est Herbouillé que vous avez reçu aussi il y a pas longtemps. Pour continuer dans la... Sono Hilario, comme le disait-il à notre antenne. Et la troisième chose, c'est qu'encore une fois, les députés, les 19 députés, je crois, du Rassemblement National qui ont voté typiquement pour l'euthanasie, pardon. Encore une fois, je crois que c'est vraiment le dernier de leur sujet, qui ne se sentent pas... dernier de leur sujet, en tout cas, ils ne se sentent pas du tout conservateurs. Et comme Thomas Ménager, Jean-Philippe Tanguy, en fait, on a le droit de reprocher à Jean-Philippe Tanguy, par exemple, ses positions. On ne peut pas lui reprocher de ne pas les assumer, parce que Jean-Philippe Tanguy, ça fait maintenant
4 ans, 4 ans qu'il est exposé médiatiquement, et ça fait 4 ans que sur tous ces sujets-là, il est extrêmement clair, et que le Rassemblement national donne des libertés de vote. Alors maintenant, on peut contester leur position, on peut contester le fait de laisser la liberté de vote lors de ces moments-là. En tout cas, je ne crois pas qu'ils nous prennent pour des idiots là-dessus. Enfin, moi, Jean-Philippe Tanguy, je n'ai pas été surpris de voir son vote, puisqu'il l'avait expliqué il y a maintenant déjà quelques semaines. Alors, vous dites, Stanislas Riot, que certains députés ne sont pas conservateurs, effectivement, mais le peuple, manifestement, ne l'est pas tant que ça, puisque Europe 1 relevait il y a quelques mois que 80% des Français sont favorables à l'euthanasie. Est-ce que vous pensez vrai qu'il y a quand même une méconnaissance des dessous, des rouages de cette loi, et évidemment une méconnaissance aussi de toutes ces dérives que l'on peut observer en Belgique particulièrement? Oui, sûrement, et puis l'opinion, il peut évoluer. Je crois que le rôle du politique est justement, ou le rôle de journaliste est d'aiguiller et d'accompagner le peuple pour la réflexion. Je crois qu'il y a une belle phrase, mais je ne saurais citer parfaitement, mais c'est qu'on ne demande pas à un politique de voter comme son électorat le veut, mais comme il pense être juste de le faire. Et c'est aux députés, justement, en conscience de prendre des décisions, d'expliquer leurs choix, d'expliquer ce qui se passe vraiment dans le texte. Les autres parlaient tout à l'heure d'honnêteté. C'est aux députés de faire part d'honnêteté auprès de leurs électeurs, en leur expliquant pas à pas ce qui va se passer, en organisant des réunions publiques pour leur expliquer ce qui va se passer, et les mobiliser. Le mariage pour tous, si vous faites un sondage en 2013 sur les positions des Français sur le mariage pour tous, on est autour de 50-50. Je crois qu'aujourd'hui, si on fait un sondage c'est pour savoir qui est pour le mariage pour tous, on est à 80-20, parce qu'on a perdu le combat politique. Et la représentativité, justement, c'est-à-dire qu'en fait, d'avoir des intermédiaires en fait, dans cette République où il y a une question où généralement il y a une tendance, notamment à droite, mais à gauche aussi, qui consiste à vouloir avoir de plus en plus de démocratie directe. Avec l'euthanasie, on en voit quand même les limites. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la nécessité aussi d'avoir des intermédiaires que sont les députés, ou des personnes qui connaissent et qui travaillent mieux les sujets, et qu'en fait, on n'en soit pas réduit, entre guillemets, à suivre les mouvements de foule quelque part. Pardonnez-moi, on parlait ce matin de 2005 et de 2007. Autrement dit, en 2005, il y a eu un débat national qui a duré quasiment 1 an, dans lequel tout le monde a été éclairé parce qu'il y avait un effort de pédagogie extraordinaire de la part du camp du oui et de la part du camp du non. Voilà, donc ça a été remarquable et les médias ont joué le jeu. C'est-à-dire, bien sûr, une partie des médias était pour, une partie des médias était contre. Il n'y a pas plus de neutralité journalistique qu'il n'y a de beurre en broche. Mais au moins, c'était manifeste. Et le peuple a voté à 55% contre cette constitution parce qu'il avait compris les enjeux. Sur tous ces enjeux d'euthanasie ou de quoi que ce soit, ou même de temps scolaire, il n'y a en fait aucune information exhaustive. Dire les médias biaisent constamment la représentation de la souffrance, les médias biaisent constamment la promotion des soins palliatifs, les émissions les plus médiatiques sont trustées par des personnalités qui sont pour la GPA, pour la PMA, pour le mariage. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais non, c'est surtout, je veux dire, on ne peut pas demander au peuple d'avoir un avis éclairé sur une question si on ne l'éclaire pas. Dire, où sont les livrets qui ont été distribués à toute la population ? Je ne suis pas en train de parler des livrets qu'on attend toujours. François Bayrou, si tu nous écoutes, quand est-ce que tu nous files notre manuel de survie ? Parce qu'au point là, distribuer des manuels de survie alors qu'on explique aux gens qu'on va les piquer pour qu'ils meurent, c'est quand même ils ont peut-être arrêté à cause de ça. Mais voilà, on en parlait tout à l'heure avec André Bonnet. En fait, on a eu droit au texte. En fait, ça nous a été filé. Là, en fait, il n'y a rien. On compte que les gens s'informent. Tout est disponible. Mais non, tout n'est pas disponible. C'est pas la même chose de dire vous pouvez aller chercher l'information que de la mettre dans la main des Français. Quand le pouvoir a envie que les Français soient éclairés, il les éclaire. Quand le pouvoir a envie que les Français ne soient pas éclairés, eh bien, il ne les éclaire pas et il met sous le boisseau ce qui serait intéressant. Quand vous me dites il suffit d'aller chercher l'information, c'est un peu comme si vous disiez à Gertrude Mourmelon qui habite du côté de Moissac, comment se fait-il que vous ne connaissiez pas par cœur le code du commerce ? Le code du commerce est accessible. Alors maintenant, comprendre le code du commerce, c'est une autre paire de manches. Là,
tant qu'on n'aura pas dit aux gens avec des statistiques précises sur comment ça marche au Canada, comment ça marche en Hollande, comment ça marche en Belgique, quelle a été l'évolution sur 23 ans en Hollande, sur 10 ou 15 ans en Belgique ou au Canada, de la manière dont la population a changé, les chiffres qui ont été rappelés à cette antenne, qu'on estimait qu'il y aurait 200 morts par euthanasie par an, et en fait maintenant on en est à 5000 au Belgique, au Canada, je me souviens plus, c'était un Belgique, chiffre que... ils espéraient 200 par an et ils en sont à 15 000. Voilà. Tant qu'on ne mettra pas ça sous le nez des gens, j'ai l'impression, pardonnez-moi Richard, le débat ne sera pas éclairé. Pardonnez-moi Richard, j'ai l'impression d'entendre un universitaire de gauche qui explique que en fait, l'ignorance mène vers l'extrême droite et que en fait, mais dans le sens inverse, mène aux mauvaises décisions. Mais en fait, et donc le fait de dire qu'on ne doit pas recourir au peuple parce que le peuple n'est pas éclairé, c'est vraiment la justification de cette représentation faussement démocratique. Où les députés sont censés être éclairés et sont censés parler à la place du peuple, et chaque fois, ils font quand même appel au peuple, mais en sachant que l'information qu'on a donnée au peuple est viciée, parce qu'elle est inexacte et qu'elle n'est pas exhaustive. On va peut-être laisser notre invité. Non, mais je suis plutôt d'accord avec la parole est libre, Alexandre de Galzin, vous n'arriverez pas... Non, pardon, excusez-moi. Il n'y aura pas de censure. En tout cas, premièrement, oui, en effet, sur 23 ans, Hollande, évidemment, ne s'est pas amélioré physiquement, mais c'est peut-être pas ce que vous vouliez dire initialement. Il mange trop de donuts. Non, et ensuite, oui, l'exemple du référendum de 2005 est le plus parlant. Tous les sondages indiquaient à l'époque la défaite du camp du non, et puis finalement, assez largement, à 55%, en effet, le camp du non, le camp annoncé perdant, a pu l'emporter. Bon, après, il n'a évidemment pas été respecté, mais c'est encore un autre sujet. Mais oui, je crois que quand il y a un débat qui est posé, qui est public, que ce soit d'ailleurs sur le Covid, que ce soit sur les référendums européens, etc., encore une fois, je ne vous dis pas que demain, on passerait de 80% de Français favorables à 70% de Français opposés aux textes de loi sur l'euthanasie. Simplement, les députés seraient interpellés davantage par leurs électeurs. Les médias s'en emparaient pour faire des grandes émissions sur le service public, parce que, typiquement, le service public a les moyens d'organiser une émission spéciale. J'ai pas vu énormément de débats. Non, il y en a. Alors déjà, il y a de moins en moins de débats en règle générale, malheureusement. Mais là, c'est un sujet, et je reprends l'exemple de Sofia Chikirou qui est intéressant. Je pense que beaucoup de Français seraient intéressés de savoir pourquoi Sofia Chikirou, l'une des plus proches de Jean-Luc Mélenchon, a voté comme le Rassemblement National, enfin une partie du Rassemblement National, et l'UDR. Je crois que ça intéresserait beaucoup de monde. Et moi, à titre personnel, alors j'essaie de suivre l'actualité le plus possible, je ne sais pas pourquoi Sofia Chikirou a voté contre ce texte de loi. Moi, peut-être suis-je ignorant également, mais je ne maîtrise pas parfaitement le travail parlementaire. Je n'ai pas lu encore dans le détail tout le travail parlementaire. Parce que les médias se sont intéressés à ce sujet-là il y a seulement 2 semaines, et qu'accessoirement j'ai une vie à côté comme vous, comme toute personne qui nous écoute aujourd'hui, et que ce n'est pas une priorité puisque les médias n'en font pas une priorité. On a plus parlé ces derniers temps de la Ligue des Champions ou des très bonnes nouvelles liées au rugby, exactement, que de l'euthanasie dans les grands médias. J'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça. Et donc oui, je suis d'accord sur le fait que les Français devraient ou pourraient s'intéresser davantage à ce sujet si les médias et le service public notamment s'en emparaient. Et encore une fois, là, je ne sais pas si c'est forcément une. Enfin, ça, le fait qu'ils s'intéressent plus, si le service. Enfin, évidemment que le service public et les médias en général ont pour devoir d'informer. En fait, ça c'est une évidence. Après, j'ai envie de dire pourquoi les médias et le service public n'informent pas là-dessus. C'est aussi la question. Mais parce que justement beaucoup de. Alors pour plusieurs raisons. Alors peut-être si l'on est un peu vicieux en considérant qu'ils sont sûrement favorables à ce texte de loi et qu'ils n'ont pas envie d'en faire débat. Deuxièmement, parce que les politiques et les associations ils sont peut-être pas assez bien pris pour faire monter l'impression à ce propos. C'est là où je vous disais tout à l'heure que la manifestation, le rassemblement d'hier il y avait quand même du monde, mais il y aurait pu en avoir beaucoup plus, et je crois qu'il n'aurait pas été compliqué à Paris, en plein centre de la ville, d'être 6-7 000 pour s'opposer à l'euthanasie. Je crois que des gens de droite, cathos, opposés à l'euthanasie, ils existent. Enfin, en tout cas, moi, je les vois dans les bars, je les vois dans les... non, mais je les vois dans les sorties de messe. Est-ce que l'info avait suffisamment circulé aussi ? C'est ce que je vous dis. C'est là où je vous dis qu'il y a le travail aussi de notre côté. Et encore une fois, c'est ce que nous essayons de faire modestement ce matin, d'alerter sur les rassemblements qui peuvent avoir lieu, interpeller les élus. Aujourd'hui, il est facile de le faire, d'envoyer un mail à son député pour demander des explications sur son vote, une clarification. Et je vous assure qu'un député qui reçoit 15 mails
un matin sur le sujet, il va répondre. Alors, il pas va de la même communiquer dessus. personne, on précise, chers auditeurs, n'envoyez pas Bien 15 sûr, mails au même mais, député. mais il faut interpeller les députés. Il est facile de le faire. Ils ont leur adresse mail, ils sont publics. Il ne faut évidemment pas les harceler, mais demander demander une clarification des votes, une clarification des textes de loi, ça fait partie du boulot des députés et c'est à nous de le faire. Vous avez raison, Liselotte, peut-être que l'information du rassemblement d'hier n'a pas assez circulé. Eh bien, c'est à nous, avec nos petits bras et nos petits réseaux sociaux, avec nos médias, d'en parler. Nous avions reçu Virginie Tellen, donc voilà. Bien sûr. Je voudrais, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous voulez revenir contre Alexandre de Galzin? Oui. Voilà. Oui. Je regarde la newsletter de France Info, puisque je reçois les alertes de France Info. Également dans l'actualité, pourquoi, malgré le vote des députés pour le droit à l'aide à mourir, les malades pourraient patienter jusqu'en 2027 pour en bénéficier? C'est ça une information objective? En bénéficier, j'aime bien le mot on dit, bénéficier de voilà, l'euthanasie. en fait, voilà, bénéfice derrière, c'est c'est merveilleux. incroyable. Donc le fait d'être malade, ça signifie qu'il est bien normal qu'on ait envie de mourir. Mais c'est C'est un bénéfice de mourir. Ça, c'est France Info, ce sont nos impôts. C'est voilà, c'est et les gens nous expliquent en fait, les partisans du texte approuvé mardi redoutent que la mesure ne se concrétise jamais, faute de temps pour l'adopter définitivement d'ici la fin du quinquennat. D'où la tellement piste dommage. alternative d'un pas franchi, mais encore des kilomètres à cet article est totalement en faveur de l'euthanasie. Il y a zéro déontologie journalistique. Est-ce que est-ce que le référendum serait nécessaire en cas d'enlisement au Sénat? Enfin, mais qui est le militant qui est En aux fait, commandes on va de France découvrir Info? que c'est Monsieur Falorni qui écrit les articles de France Info Voilà. sur le, Bon, sur il le s'appelle sujet. Yann Ce Thompson. n'est pas lui, Genre, c'est je ne donc sais son pas, est-ce qu'on a le droit de frère. citer Oui, le nom c'est d'un journaliste, puisqu'on n'a pas le droit de citer le nom des députés. Yann Thompson, visiblement, a décidé que l'euthanasie était un truc super cool. Bon, à voir sa tête, il est encore plus jeune que vous, Stanislas, donc voilà, on lui souhaite longue vie quand même. On lui souhaite de se faire pousser la barbe, peut-être pour ressembler comme moi à un viking. Ou à Jordan Bardella, non, je crois qu'il a... Barbella, oui. Barbella, oui, tout à fait, merci. Non, mais Je c'est vous en vrai, prie, oui, c'est c'est- juste une remarque. Pardon. Mais c'est là où encore une fois, le Français qui lit ça le matin ne se pose pas la question de la même façon que s'il écoute Radio Courtoisie. Et que malheureusement, Radio Courtoisie, même si c'est une radio qui est de plus en plus écoutée, on remercie, je crois, chaque jour davantage les auditeurs qui se joignent à cette matinale, n'a pas encore la puissance de frappe du TF1 ou du journal de France 2. Bientôt. Il ne tient d'ailleurs qu'à nous et aux auditeurs de tout faire pour que Radio Courtoisie dépasse le journal de TF1. Simplement, si le journal de TF1 a le même traitement ou le journal de France 2 le même traitement que l'article que vient de lire Richard, évidemment que le débat est biaisé. Ah oui, parce que les Français s'imaginent systématiquement maintenant, je pense, une personne atteinte de la maladie de Charcot qui est en détresse à la fois psychologique et physique, et puis qu'en fait on va venir soulager ses douleurs. Mais il faudrait en fait reprojeter comme d'habitude le film Intouchable une fois par semaine et retester les Français juste derrière Intouchable. Et là, comme par hasard, ça basculerait. Mais on l'entend plus, on lui tend plus le micro, monsieur. Oui, mais Enfin, il est. c'est oui. comme le parrain de votre fils. Non, pardon, mais, C'est François. François Ok. Cluzet, qui est l'acteur, avec cette fameuse réplique, tu lui réponds « Je suis le parrain de ton fils ». Ah, mais Et, quel- moi, j'ai cru je- que c'était François. je Je croyais que le Franck tiens, avait mis mais- un audio de François. Et Alexandre de Galzin, après avoir perdu le débat face à vous, Richard, essaie de se Merci. rattraper Merci, en faisant un Stanislas. peu d'humour. C'est une stratégie assez connue, hein, c'est la dérision pour faire oublier l'humiliation. Ah oui, l'humour dont vous êtes visiblement largement dépourvu, Stanislas Rigaud, à votre premier degré. Et on va finir cette pardon. édition. Merci Alexandre d'avoir été aussi désagréable qu'on l'attendait. Ah, Merci top. Stanislas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Richard de Cesse Merci. d'être vraiment le meilleur de nous tous. Merci à Maëlys de rire Non, aux blagues non, de c'est pas Richard, vrai. d'Alexandre et de Stanislas. Merci à Franck. Merci à tout le monde et surtout merci à vous, chers auditeurs.